Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, présidentielle du 11 avril au Bénin. Oui, on en parle toujours comme si c'était juste hier. Ce fut, rapporte bien des observateurs, un grand boulevard, quasiment sans obstacle, pour Patrice Talon, alors candidat à sa propre succession. Pratiquement en bonne intelligence avec les différentes structures en charge de l'organisation du scrutin, des adversaires ne représentant que l'ombre d'eux-mêmes, des poids lourds de l'opposition, tous hors course, le chantre du Bénin révélé ne pouvait que l'emporter haut la main, mentionne-t-on. Seul véritable enjeu inconnu et enjeu, le taux de participation. La suite, on la connaît. Réélection de Patrice Talon, l'opposition traditionnelle. Un artisan passif ou un abusé. Il s'agit là donc du thème en débat. Et pour l'instant, un analyste et un éditorialiste est déjà en notre compagnie, Aimé Avolontor. Il est professeur agrégé de linguistique, analyste des dynamiques de politiques africaines. Aimé Avolontor, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Yetonji. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Ouais. Alors, pour cet instant, je l'ai annoncé, il y aura un éditorialiste en notre campagne qu'on ne présente plus, Vincent Folly, éditorialiste. Il est le directeur de publication du quotidien qui ment toujours à l'appel dans les kiosques, la Nouvelle Tribune. Vincent Folly, bonjour à vous. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Moi, je suis toujours présent. D'accord, vous m'invitez, je suis là. Ça fait plaisir. Bon, je ne trahis aucun secret. Ça a été la croix et la bannière d'avoir de la disponibilité ce matin. Il paraît beaucoup de psychose. Vous vivez aussi sous la psychose. Ça, c'est le mot de 3 invités que j'ai eus avant de vous joindre. Je ne suis habité par aucune psychose, mais on reçoit des appels, des amis, des parents qui s'inquiètent, qui se demandent si vous allez encore sur une télé, sachez ce que vous allez dire. Moi, je voudrais rassurer tout le monde, y compris les dirigeants, que nous sommes des analystes, nous sommes des observateurs de la vie politique. Et nous pouvons nous tromper sur ce que nous disons, mais ce que nous disons, c'est pour le bien du pays. Et il faut que les gens sachent entendre les sons contraires pour savoir comment conduire. Ce que nous disons, c'est pour simplement le bien du pays et arranger les choses dans le sens de ce qu'on doit faire pour que le pays avance. Et il ne s'agit pas d'avoir peur. Moi, je n'ai jamais peur de parler ou de dire ce que je pense. Je ne vais pas diffamer, je ne vais pas injurier quelqu'un, donc je me sens tout à fait à l'aise pour exposer mon point de vue. Et ce ne sont que mes points de vue. Si quelqu'un a des points de vue contraires, qu'il vienne et qu'on en discute. Je crois qu'on doit rassurer les dirigeants de ce pays et que ce que nous faisons, c'est notre travail. Et s'il n'y a plus de commentaires sur les faits, il n'y a plus de pays démocratique. Donc nous voulons vivre en démocratie où nous avons le droit de dire ce que nous pensons et ne pas laisser les autres à l'extérieur penser à notre place ou dire les choses à notre place. Voilà, des choses sont passées dans le pays. J'aurais aimé faire comme les confrères des autres, des médias internationaux, envoyer des reporters dans eux. Nous n'en avons pas les moyens. C'est eux qui ont eu les moyens d'envoyer des reporters sur les théâtres d'opération. Et c'est pourquoi on a eu l'impression qu'ils parlaient des choses qui ne les concernaient pas. Mais si nous avions cette possibilité, on aurait fait notre travail. Et ce que nous faisons sur les plateaux de télévision, c'est pour arranger le pays. Ça n'est pas pour subvertir. Merci vraiment pour la disponibilité à tous. C'est vrai, c'est des confrontations que jaillissent la lumière de la bonne foi des uns des autres pour un Bénin plus uni, mais aussi plus prospère. Ça passe par la pacification du pays. Merci une fois encore, chers invités. Merci à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, voudraient bien apporter leur grain de sel pour bâtir ce Bénin que tous aiment. Mesdames, Messieurs, présidentielle du 11 avril, oui, une fois encore, l'opposition traditionnelle à Patrice Talon aura manqué au rendez-vous. Jamais sans nous, c'était l'expression lors des législatives. Les communales,
même ritournelle. 2021, même réalité. Monsieur, avant longtemps, qu'est-ce qui n'aura véritablement pas marché au niveau de l'opposition? Alors, monsieur Yetonji, en fait, je suis un peu peiné que vous parliez de rendez-vous. De rendez-vous électoraux depuis la session de Patrice Talon au pouvoir, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Et on ne peut donc pas parler d'absence à quelque chose qui n'a jamais existé. Et en fait, je voudrais d'abord quand même prendre quelques secondes pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Monsieur Folly. Cette dynamique de psychose qu'entretient Patrice Talon, qui ressemble tout simplement à l'agitation de quelqu'un qui, du fait d'une nature asociale, de quelqu'un qui traînerait peut-être un mal-être existentiel, qu'il transfère en mode de gouvernance pour pouvoir, en fait, maintenir l'opacité de gestion chaotique qui est son mode de gouvernance. Et cela, en fait, j'espère qu'on y reviendra tout à l'heure, la véritable opposition, le peuple meurtri, cette opposition, en réalité, sait résister, sait se tenir debout, et j'espère que nous allons y venir tout à l'heure. Alors, rendez-vous manqué par l'opposition, on ne saurait parler de rendez-vous manqué quand, à l'entame, le président Talon annonce les couleurs. Eh bien, vous avez beau être mauvais, vous avez beau ne pas avoir de bilan, comme c'est le cas, en fait, vous serez réélu. Il suffit de soumettre les grands électeurs, de soumettre les acteurs politiques, de soumettre les opérateurs économiques, de terroriser, vous allez être réélu. Et en fait, quand on parle de réélection, vous avez parlé de réélection. Il y a eu d'élection où? Il n'y a pas eu d'élection. Moi, je n'ai pas vu d'élection dans ce pays-là. J'ai vu une cantate nauséeuse, une représentation théâtrale, mais d'un si mauvais goût, dont les relents à l'international sur le pays laissent vraiment voir quelque chose de laid, de totalement laid. Monsieur Avolonto, vous parlez vraiment du Bénin, là? Vous avez suivi la représentation diplomatique après ce scrutin. Est-ce que vous parlez vraiment de la même chose? Alors, qu'il n'y a pas eu d'élection. La représentation diplomatique, il y a eu deux, et en fait, il y a eu deux positionnements diplomatiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez que l'ambassade des États-Unis, au mois de février, avait émis un communiqué disant clairement combien les populations ont le droit de manifester leur accord ou désaccord par des manifestations pacifiques et que personne n'a le droit de tirer sur ces populations parce qu'elles manifestent leur droit à l'expression de leur confort ou déconfort. Ça, c'était au mois de février. Il y a eu maintenant la deuxième vague de positionnement diplomatique qui, elle, en fait, est normale en ce sens que les représentations diplomatiques dans le pays n'iront pas faire la marche de la démocratie à la place des gens. Et de ce point de vue, s'il y a un pouvoir qui s'impose comme une certaine légitimité, eh bien, la représentation diplomatique devra jouer le jeu. C'est cela, la diplomatie, c'est exactement cela. Et s'il y a un rendez-vous qui a été manqué, et j'espère qu'on y reviendra plus tard, c'est justement celui-là. Le rendez-vous de
en fait, de l'érection du peuple accompagné de ses leaders contre la non-élection, contre la parodie d'élection qui a eu lieu, etc. On y revient, oui. Monsieur Vincent Folly, à l'entame, je le disais, 3 rendez-vous durant le quinquennat de Patrice Talon, les législatives, les communales, ensuite la présidentielle. Dans une certaine mesure, toutes ces élections ont eu les mêmes couleurs pour cette opposition dite traditionnelle à Patrice Talon. Opposition qui quand même a dit jamais d'élection sans nous. Et pourtant, ça s'est passé sans cette opposition-là. Est-ce qu'elle a pu jouer le jeu comme cela se doit? Écoutez, d'abord je vais revenir à votre terme. Vous avez dit opposition traditionnelle passif ou abusé. Un artisan passif de cette réélection. Un artisan, mais celui qui est artisan, c'est qu'il a aidé à. Il a aidé à. Tout à fait. Est-ce qu'un artisan est passif? Il n'a pas du tout. L'opposition traditionnelle, avec la permission du professeur Valentin, je dirais pour le thème, je parlerai plutôt d'opposition tétanisée. Tétanisée. Elle a été tétanisée par les méthodes et le mode de gouvernance du régime de la rupture. L'opposition a très tôt été marginalisée, ostracisée, et c'est la même chose, c'est-à-dire elle n'a pas eu de prise sur la situation. Et on dit chez nous que lorsque vous tombez, ce n'est pas là où vous êtes tombé qu'il faut rechercher la faute. Il faut remonter à là où vous avez trébuché. Oui. Et je crois que tout ce que nous disons, la situation la position de l'opposition, sa participation ou non à la prise de décision, c'est venu des législatives de 2019. Tout est parti de là. Et des lois qui ont été concoctées avant les législatives de 2019. Bien sûr que l'opposition a dit pas d'élection sans nous. Mais elle aurait dû s'en tenir à ce mot d'ordre, si je pourrais parler ainsi, et travailler pour qu'il n'y ait vraiment pas d'élection. Mais à un moment donné, elle a été tétanisée par les méthodes du gouvernement qui a usé de beaucoup de ruses. On ne va pas remonter à Jésus-Christ, mais j'ai toujours rappelé au cours de cette émission que tout s'est passé avant les législatives où on a dit, la Sénat a dit que c'est 2 partis, les 2 seuls partis du chef de l'État qui étaient qualifiés. Et elle explique plus tard qu'il y en a qui ont commis des fautes mineures, des fautes majeures. Et à la suite, le chef de l'État a pris la parole pour dire « Ah, lui, il est gêné. Il ne peut pas accepter que ce soit ces 2 partis seuls qui soient partie prenante à aux élections, que lui veut élargir. » Et on l'a cru. On l'a cru, mais il a usé de ruses. D'abord en créant une commission dirigée par le président de l'Assemblée nationale, si vous vous en souvenez. Et les gens devaient faire en sorte que tout le monde puisse participer. On sait ce qu'il en est advenu. Il y a eu le conclave des présidents d'institutions qui, avant même que les travaux ne soient terminés à l'Assemblée, ce conclave a eu à décider que voilà, les élections auront lieu tel jour, alors que le chef de l'État a dit « Moi, je suis mal à l'aise, je ne peux pas ». Et tout s'est passé comme si, je vois encore des acteurs comme le ministre Abimbola, à la tête de la mouvance, à l'Assemblée, dire « Ah non, nous, on veut pas bouger d'un iota ». Et tout s'est passé comme si c'est l'opposition qui ne voulait pas aller aux élections. Or, l'opposition voulait aller aux élections. Et donc, la présidente du conclave est venue, le conclave des présidents est venu couper court à tout, et on a dit, on va aux élections. Et donc, l'opposition aurait dû résister, parce que la suite de ce qui arrive explique que, pour le président de la République, les élections législatives constituaient une base, parce que c'est à partir de là qu'il peut contrôler l'Assemblée nationale, qu'il peut contrôler les institutions, la HAC et tout. Non, la présidence de la Cour constitutionnelle était déjà désignée.
Et les autres institutions, il avait les coups de franche pour faire, et surtout prendre les lois. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, c'est aux législatives que l'opposition aurait dû résister et faire en sorte qu'elle ne puisse pas être écartée. Elle a été écartée et ce qui est arrivé devait arriver. Vous avez sorti le mot, oui. L'opposition aurait dû résister. Aurait dû résister. On sait qu'on est en compétition. Oui. L'opposition n'a-t-elle pas failli à ce niveau? Failli, non. Je dis que c'est le personnage qui dirige l'État qui a usé d'un peu de ruse. Et les autres ont cru aux armes conventionnelles. Mais le président de la République n'utilisait pas les armes conventionnelles. Il a usé de ruse. Allez-y, discutez. Pendant ce temps, lui préparait. Il a dit, ah non, moi je n'accepterai pas les deux partis. Mais finalement, c'est ce qu'il a fait. Les deux partis sont allés aux élections et ça n'a gêné personne. Après, la suite, il y a eu le dialogue, ou ce qu'on a appelé dialogue, et ça a débouché sur la prise de nouvelles lois qui ont consacré la révision de la Constitution nuitamment. Et tout ce qui nous arrive est dû à cette situation-là qui a permis à une assemblée monocolore de maîtriser la situation, d'écarter définitivement l'opposition. Et quand les communales sont venues, ça s'est aggravé. Vous avez vu que les communales étaient venues, on a rapidement agréé un autre parti, c'est-à-dire l'ancien parti du FCBE, avec tout ce qu'il y a eu comme péripéties. Avant que le FCBE ne participe, la sortie du président Yahi de ce parti, la confusion qui a régné avant les communales, et voilà, et le résultat, c'est que on se préparait déjà pour la présidentielle parce que il y avait une loi qui a été glissée dans le code électoral qui parlait de parrainage. Et le président savait qu'il avait déjà posé les balises de ce que serait le parrainage. Et là, il faut rappeler ce que le professeur Avolonto dit. C'est dès le départ que le président a donné les couleurs, c'est-à-dire annoncé les couleurs en disant pour se faire réélire, un président n'a pas besoin d'être populaire. Il suffit qu'il maîtrise, et il a dit, il a répété la phrase. Et je crois que cette phrase, les opposants n'ont pas beaucoup fait attention. Et c'est ça qui a créé tout le problème. Alors, et qui a amené ce que vous dites. On est à l'heure du bilan, comme on l'a dit, et c'est sans tambour ni trompette, sans langue de bois aussi, chez les téléspectateurs, que ça se passe ici. Chacun est responsable de ses mots, mais en toute objectivité, pour que ça puisse aider à construire la nation. C'est l'intérêt de chaque plateau. Alors, monsieur Avolonto, lorsque l'on va vers la Genèse, et votre vis-à-vis parle de voir là où l'on a trébuché, et qu'un compétiteur a pu annoncer la couleur de ce qui peut constituer la base d'une compétition. Et qu'à l'arrivée, écoutez, il arrive à atteindre son objectif. La faute est-il vraiment, ou la faute est-elle à son niveau, ou au niveau de ses adversaires? L'homme annonce les couleurs, avez-vous dit, mais malheureusement, il arrive à avoir raison de ses adversaires. La faute est-elle à son niveau? Alors, je vais être un tout petit peu plus indulgent que M. Folly vis-à-vis de l'opposition traditionnelle, parce qu'en fait, moi, je distingue 4 types d'opposants, dont je vous parlerai un peu plus tard. Non, on peut y aller, hein. Le temps se prend vite par ici. Regarde la stratégie, la stratégie utilisée par Patrice Talon, c'est tout simplement un procédé révisionniste. Et non, en fait, les révisionnistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils réécrivent totalement l'histoire du pan sur lequel ils se penchent pour pouvoir se valoir à leurs propres yeux. Voilà, ça c'est l'histoire. C'est l'histoire qu'il l'enseigne. Monsieur Avolonto, c'est pas pour rien pour que vous êtes sur le plateau, c'est l'histoire qu'il l'enseigne. Et la question justement, c'est de savoir comment est-ce possible qu'en plein 21e siècle, vous annoncez à votre concurrent, écoutez, moi, je vais vous battre sans les mesures traditionnelles, classiques, officiellement retenues. Et j'arrive à vous battre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à votre niveau? Regardez, la première tactique, c'est d'abord faire imploser et soumettre les partis. Traditionnellement, regardez ce qui est arrivé à la RB, au PSD, au MADEP, etc., etc. Regardez ce qui est arrivé au FCBE. Ensuite, une méthode d'infiltration des partis où, en réalité, et c'est là où peut-être je suis d'accord, je serai d'accord avec M. Folly.
Vous avez en face de vous quelqu'un qui ne connaît pas le combat loyal. Patrice Talon ne peut jamais gagner un combat s'il se positionne devant un adversaire et un combat dans lequel les règles de jeu ne sont pas dictées et imposées par lui, transformées par lui au fur et à mesure de ses risques d'échec. Patrice Talon, je le mets au défi de réussir un seul combat à la loyale. Ce n'est pas possible parce qu'il n'en a pas les fibres, il n'en a pas l'étoffe, il n'en a pas l'élan, il n'en a pas la moralité. Vous ne saluez pas cette manière quand même d'arriver à atteindre son objectif. Mais en fait, et c'est là où, je dirais, l'opposition classe politique. Oui. Parce que, je vous le disais, je distingue 4 oppositions. Allons-y. Et, si vous me permettez... Oui. Pourquoi pas, on est là pour ça. Il y a cette opposition faire valoir qu'il invente, qu'il génère, qu'il enfante à l'intérieur ou de l'intérieur des partis qu'il veut éliminer et qui sont des opposants faire valoir pour son processus. Ça, c'est les Agossa, etc. Voulez-vous c'est vous qui le dites, ça n'engage que vous? Se soumettent servilement, docilement, sans aucune posture, identité personnelle. Ensuite, il y a ce que j'appelle en fait l'opposition politique. C'est celle-là qui, c'est vrai, a des intérêts parce que ce sont des gens politiques qui ne se retrouvent pas ou qui ne retrouvent peut-être pas leurs intérêts immédiatement servis à travers la politique en cours et qui alors se commettent en opposant. Et là, c'est un double jeu parce qu'on ne sait pas si leur tendance d'opposition, c'est vraiment pour servir le peuple ou si c'est tout simplement pour regagner les intérêts qu'ils soit ont perdu ou ont. Ensuite, il y a cette opposition que constitue une frange de la diaspora qui, conscient de ce que le jeu démocratique est véritablement, a mal de voir que l'on utilise. Et de ce point de vue, en fait, le président Talon et sa clique opèrent exactement comme des ignorants de la chose démocratique, de la chose sociale, de la chose étatique. Parce que dans une démocratie, M. Vincent Folly n'aurait pas eu besoin de venir sur le plateau pour rassurer les siens, pour rassurer que ses propos sont des propos de droit d'un citoyen et qu'il ne faille pas qu'il aille chercher un certificat de conformité de propos pour les énoncer. Et de ce point de vue, cette opposition, donc, qui est cette frange de la diaspora qui veut voir quelque chose de sain, quelque chose de non malsain, comme on le promeut actuellement, et qui accompagne le mouvement. Mais il y a les véritables opposants, ceux-là que j'appelle opposants, le peuple en fait. Et c'est ce peuple-là que j'admire. Regardez la gifle cinglante que ce peuple C'est où ça? A infligé à Patrice Talon. Quand ça? C'est-à-dire ce boycott tacite, mais alors élégant de participer à cette mascarade. Et ensuite, sans tambour ni trompette, en réalité, sans aucune organisation de ceux qui devraient être les leaders, en fait, devant cette opposition-là. Non, le peuple béninois est un peuple formidable. C'est-à-dire que je vous en parle, si vous me voyez, j'en ai la chair de poule. Je suis trop fier de ce peuple béninois. Est-ce que vous avez les données réelles du terrain? Pardon? Est-ce que vous avez les données réelles du terrain en parlant tel vous le faites là? Enfin, si on sort du carcan des chiffres, oui. En fait, ils sont tous devenus mathématiciens, grands mathématiciens, recalculateurs des statistiques électorales, la Sénat, la Cour, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cour constitutionnelle, etc. Mais monsieur, avant longtemps,
Mais les organisations de la société civile maintiennent le cap sur ce qu'ils avancent. Bon, on est habitué maintenant à les entendre mentir. Merci, vous permettez. Oui. Avec le tableau que vous venez de peindre, et la question demeure, puisque c'est le thème qui nous unit, on se pose toujours la question si tout le trajet, cette opposition a su être vraiment à la hauteur de la tâche. Alors, je vais vous répondre maintenant. En fait, et je fais cette critique non pas pour damer sur l'opposition, parce qu'elle souffre déjà suffisamment. Regardez, pour imposer la loi d'Omerta, on les emprisonne tous un à un. Mais c'est important que nous regardions quand même où est-ce que ça a flanché. Et de ce point de vue, je dirais que ça a flanché à 3 niveaux. Lesquels? Le premier niveau, c'est que vous ne pouvez pas être à l'intérieur et hors. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dès l'instant où vous déposez des dossiers dans une dynamique de quelque chose qui n'est pas légal, puisque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a invalidé la légalité du processus, c'est-à-dire de la bannière sous laquelle les élections allaient se tenir. C'était une erreur tactique, mais c'est vrai, je comprends. Ils voulaient montrer à la face du monde qu'ils veulent participer, mais qu'on ne les laisse pas participer. Mais le processus... Et c'est en cela que Ganiou Soglo a fait une œuvre citoyenne formidable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette opposition est toujours en mode réactif. C'est-à-dire? Alors que face à Patrice Talon, il faut le sortir de sa zone de confort. Le sortir de sa zone de confort, c'est renverser la vapeur pour que ce soit lui qui soit obligé de réagir pour réajuster le tir. Donc, l'opposition manque de proactivité. C'est ça. En avril 2019, avril-mai 2019, Patrice Talon avait senti que le pouvoir lui échappait déjà. Il aurait simplement fallu que l'opposition capitalisât tout simplement sur la marche en cours, plutôt que de rester dans cette dans cette ambiguïté positionnelle. Et c'est parce qu'ils ont peur certains ont peur pour leurs intérêts. Et troisième point me fait vraiment grave. Et ça, je ne plaide pas pour un candidat, mais je vais vous apporter quelque chose de fondamental dans ce que nous avons manqué le coche. Allez-y. Vous savez, du mois de juillet jusqu'à récemment, le professeur Aïvo a balisé le terrain pour cette opposition-là. En fait, dans son dialogue itinérant, le professeur Aïvo a réussi quelque chose de formidable qu'aucun autre opposant n'a réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à mobiliser favorablement l'attention, en fait, de ce que j'appelle les opposants, le peuple, qui était prêt et qui avait soif de se reconnaître en un leader. Il aurait fallu, au moment d'aller vers les élections, de se ranger, peu importe, derrière le seul candidat en ce moment-là qui offrait une possibilité de capitalisation des intérêts pour qu'il n'y ait pas pour qu'on n'assiste pas à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Allez chercher, je pleure pour Réki Amadougou, je pleure pour tous ceux qui sont en prison. Mais c'était une erreur tactique
que d'aller chercher Rekia Madougou comme candidate pour venir restaurer la démocratie au Bénin. C'était une gravissime erreur. Et c'est cette erreur-là dont on paye le prix. Vous avez remarqué que le jour où Patrice Talon a ordonné l'arrestation de Madougou, il n'a pas osé toucher à Joël Aïvo ce jour-là. Parce qu'en ce moment, en fait, la dynamique sociale d'adhésion au discours de Aïvo était telle que l'émeute que ça allait déclencher, Patrice Talon n'aurait pas pu y faire face malgré ses chars, malgré ses canons. Vous allez peut-être me demander, mais pourquoi il a pu, en fait, par la suite, faire arrêter Joël Aïvo. La question va de soi. Ceci. Je vous répondrai que Patrice Talon a l'instinct d'un prédateur. Le prédateur, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il analyse les faiblesses de sa proie à temps et s'y engouffre. C'est ça. Et c'est ce qui est arrivé. En fait, Joël Aïvo et tous les autres leaders ont perdu beaucoup de plumes. Quand le 6 avril, à part lui qui a fait une marche à Porto Novo, aucun d'eux ne s'est levé pour se mettre devant le peuple en manifestation pacifique. C'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas de déclencher une guerre, parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais. Il ne s'agit pas de déclencher une guerre. Il ne s'agit pas de faire des casses, mais d'exprimer son droit. 3 failles que vous avez relevées. Vous permettez, je vais écouter et nous allons donner la parole à votre vis-à-vis, quitte à revenir sur les autres aspects. Oui, M. Vincent Folly, votre vis-à-vis, après ce que vous avez appelé pierre d'achoppement, est allé sur un terrain qui semble diviser même les acteurs de l'opposition. Une cacophonie, ce que certains appelaient cacophonie pour les acteurs de l'opposition, participait d'une stratégie. Votre vis-à-vis relève que c'était des manquements graves. Peut-on le dire? Oui, le professeur a volontairement beaucoup parlé. Il faut savoir l'arrêter, je lui dis modestement et oui. humblement. Et sinon, on est en train d'apprécier. Oui, est-ce qu'on peut dire que... Si on n'arrête pas le professeur, il va parler tout seul. Vous avez la parole. Il était au cours magistral à Toronto. Professeur, il faut m'en excuser. Cela dit, vous avez dit beaucoup de choses, mais je retiens d'abord essentiellement 2 ou 3 choses. Votre classification, j'allais dire, de l'opposition. Et bon, je peux être globalement d'accord avec que vous avez distingué une opposition fabriquée qui n'est que faire valoir. On l'a vu dans le cas de l'élection présidentielle, les 2 duos qui accompagnaient le président Talon étaient simplement des faire valoir, tout le monde le sait. Et tout a été fait pour ça. Et c'est le parrainage qui a été à la base de ça. Et je l'ai dit suffisamment sur le plateau ici, le parrainage tel que le texte est rédigé et dit, bon, donc pour être candidat, il faut simplement avoir 16 parrains. Mais on a dit, il y a un terme qui montrait que les choses pouvaient tourner en faveur d'un ou de l'autre. C'est le terme, on a dit 16 parrains au moins. Même à ce niveau, l'opposition n'avait-elle pas une part de responsabilité? Oui, je vais dire, la part de responsabilité, elle a déjà été exclue de des élections législatives. Et c'est là où nous avons trébuché. Il fallait tout faire pour aller aux législatives, obliger le chef de l'État, qui n'était pas trop fort en ce moment-là, il fallait tout faire pour qu'elle participe aux élections. Mais ils ont cru à sa manœuvre et il a dû manœuvrer le chef d'État. J'ai dit qu'il a usé de ruse. Je veux revenir pour dire que elle s'est laissée exclure progressivement, d'abord à partir des législatives, ensuite par le biais des lois, le code électoral qui a été adopté après les législatives, non, je crois avant le code électoral qui a prévu le parrainage. Et déjà au niveau du code électoral, le président avait déjà sa vision sur la présidentielle. Il y a eu les communales, il voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de partis et ça a eu et il a eu son parti pour participer. C'est pourquoi je dis avec le professeur qu'il y a eu une opposition fait valoir. Et c'est le chef de l'État qui fabrique ça. Il l'a fabriqué
après le dialogue, avant le dialogue, en permettant au FCBE, dirigé par Humpé, de se présenter au communal. Et puis, il a bouclé le tableau pour aller avec 3 partis, à savoir les 2 qu'il a créés et ensuite le 3e qu'il a aussi créé. Donc, je reconnais qu'il y a une opposition fait valoir et je suis d'accord avec lui. Il a parlé de l'opposition des gens qui ont des intérêts. Et je ne sais pas comment il a classifié ça, mais je comprends que c'est une opposition traditionnelle qui mesure ses intérêts et qui fait les mouvements au gré de ses intérêts, et lorsqu'elle sent que ça va trop loin, elle recule. Elle a parlé ensuite de l'opposition des gens de la diaspora. C'est là où je le rejoins aussi pour dire que la diaspora est une opposition qui est comme prisonnière. Et c'est comme les prisonniers qui sont à l'intérieur du pays. C'est comme ceux qu'on a mis en prison à l'intérieur. Ceux qui sont dehors ont des limites. Ils peuvent tout faire, sauf arriver au pays et guider les mouvements qu'ils auraient voulu faire. C'est ce qui s'est passé et ça a été la faille au niveau de la présidentielle. Les mots d'ordre sont venus du dehors et il n'y a pas eu de relais à l'intérieur. Il n'y a pas eu de relais. Et il dit que l'opposition véritable, c'est le peuple. Et le peuple s'est exprimé au cours de la présidentielle. Et je suis d'accord avec lui. Mais le peuple n'avait pas de leader. On n'a pas eu de leader. Je disais, et il a rappelé l'épisode du professeur Aïvo, qui a fait en son temps un travail formidable. Et je suis d'accord avec lui. Mais un travail qui n'a pas été accompagné. Je crois que les opposants... Qui devrait l'accompagner? C'est l'opposition qui aurait dû dire. Et à l'époque, vous vous souvenez que j'ai sorti une phrase des marxistes. Qu'il y a dans une lutte politique ce qu'on considère comme la contradiction principale. Quelle était la contradiction principale et quelle est-elle jusqu'à présent même? C'est celle qui oppose le peuple aux dirigeants du pays. On va régler la contradiction principale en s'attaquant à celui qui gêne et on laisse les contradictions secondaires. Mais notre opposition, avec les égos qu'il y avait, a dit si c'est lui là, ah non, moi je ne peux pas. On aurait dû, comme il l'a dit, se regrouper autour du professeur qui avait fait une très belle campagne, pré-campagne j'allais dire, et qui a réussi à mobiliser les gens. Mais il y a une faille, c'est que les gens qu'il a mobilisés, c'était des contrées qu'il traversait, mais il n'avait pas créé j'allais dire, des structures, un peu comme les démocrates qui ont créé des structures dans presque toutes les régions, d'après ce que j'ai appris, mais ça a été inopérant à la fin. Ces structures n'ont pu rien faire par rapport au mot d'ordre qu'ils ont donné le 5 avril. Le professeur Aïvo aussi a fait son travail, mais il n'a pas créé des structures de base pour accompagner son mouvement. Sinon, le 5 avril qu'ils ont pris comme la fin du mandat du président actuel aurait pu être l'occasion pour ces structures créées à l'intérieur, si elles existaient, de faire ce que nos frères du centre et d'une partie nord du pays ont pu faire de manière violente, ce que le pouvoir a cassé d'insurrection. Vous n'appréciez quand même pas? J'apprécie que des gens ont des moyens. Ils se donnent les moyens de faire ce qu'ils veulent. La politique, c'est une question de rapport de force. Lorsque le professeur évoque la Cour de justice de l'Union africaine, la Cour africaine, des droits de l'homme, oui, elle a déjà donné sa décision, mais elle n'a pas de moyens de venir opposer au chef, à l'État qui est condamné, de respecter. Elle n'a aucun moyen. Les moyens, ce sont les politiciens à l'intérieur qui devraient se donner, c'est-à-dire faire en sorte que les rapports de force puissent être inversés en leur faveur. Il n'y a rien eu. Tout le monde a crié, les rapports, la Cour africaine, la décision doit être appliquée, la décision doit être appliquée. Mais qui va l'appliquer? Mais celui qui est au pouvoir n'a aucun intérêt à l'appliquer. Et il attend. Et il n'a aucun intérêt. Donc c'est les politiciens à l'intérieur qui auraient dû inverser les rapports de force. Par quoi? Des marches, toutes les actions qu'ils pouvaient mener pour arriver à obliger le tenant du pouvoir à céder. Mais s'il n'y a rien, s'il n'y a aucune pression sur lui, le pouvoir ne peut pas céder. Vous voulez dire que donc, le pouvoir je dis que le pouvoir est fort parce qu'il dispose des moyens de l'État
il contrôle, il a vassalisé toutes les institutions de contre-pouvoir, vous le savez, la Cour constitutionnelle, c'est vous qui le dites. c'est moi qui le dis, et j'en suis convaincu, la pratique le montre tous les jours, et elle tient les cordons de la bourse. Le pouvoir, j'allais dire, tient les cordons de la bourse, en même temps qu'il tient les forces de répression, qui, normalement, nous disons, selon la Constitution, l'article 66 leur permet de dire, ah non, si vous avez des ordres qui sont contraires à la démocratie, oui, vous pouvez réagir. Mais celui qui est au pouvoir, comment vous pouvez prouver qu'il donne des ordres qui ne sont pas conformes? Donc, les forces de l'ordre sont habituées à obéir. Donc, le pouvoir, fort de soutien qu'il a, fort de ce qu'il contrôle toutes les institutions, selon la phrase que le professeur Avalonta a rappelée, donc a pu tourner la chose en sa faveur. Et donc l'opposition, tétanisée, n'a pas pu réagir et a laissé faire et s'est laissé abuser par les manœuvres de tyrans du pouvoir qui savaient où il allait et ce qu'il voulait faire. Alors, l'opposition, elle, ne savait-elle pas là où elle allait? Que s'est-il passé pour qu'elle n'ait pas pu inverser les tendances? Ça pourrait être un thème que nous développerons très bientôt. Mais avant de laisser nos invités partir, le temps tire à sa fin. Monsieur Avalonta, ça va être cette question. Et maintenant, vous allez conclure cette émission dite. 2023 n'est plus si loin. Le pouvoir s'est mis déjà à préparer 2023. Alors, si vous avez un conseil à donner à l'opposition, elle laisse tomber la bataille pour se joindre à travers une déclaration à la mouvance pour faire le travail ensemble. Que lui diriez-vous? Je dirais tout simplement d'accompagner la seule et véritable opposition que je reconnais, moi, être une opposition authentique. Le peuple, l'assister, l'organiser dans sa marche de résistance. Et je le dis avec grande douleur. Je vais vous donner rapidement un exemple. Et après l'exemple, vous concluez. Je pensais en fait que le 5 avait été mieux organisé, le 5 ou 6 avait été mieux organisé, mieux encadré que ça. Et dans 2 groupes, j'ai suggéré que nous nous mettions ensemble pour apporter, si c'est une résistance pacifique, pour apporter de l'assistance, sandwich, eau, etc., sur le terrain, pour que les gens se sentent accompagnés, pour que les gens se sentent aimés, pour que les gens n'aient pas à devoir, par exemple, retourner chez eux pour aller, etc., etc., etc. Je vous assure, je n'ai reçu aucune réponse à mes nombreuses sollicitations dans ce sens-là. C'est pour vous dire que l'opposition qui a ses intérêts politiques doit comprendre qu'en ce moment, son salut repose sur la dynamique de l'opposition réelle, le peuple. Merci à vous, monsieur Avalonta. Oui, 2023 n'est plus loin et trop tôt, ça se prépare déjà. À cette opposition, que lui diriez-vous de ranger bic et crayon et quand même d'aller saluer celui qui aura eu raison d'elle? Oui, je crois que ce que le professeur a dit est très juste et la tâche sera dure pour elle. Nous sommes en 2021. Faut lui conseiller de continuer à exister? Mais elle doit exister, sinon il n'y a pas de démocratie sans opposition. Il n'y aurait pas de démocratie si elle n'existe pas. Si elle se laisse tétaniser, si elle se laisse, comment on appelle, démobiliser, ben elle est partie pour mourir de sa belle mort. C'est-à-dire que nous sommes en 2021, 2023 c'est dans 2 ans. Je crois que certains analystes ont déjà préfinancé. Je veux parler de monsieur le politologue Mathias Moukwé qui a dit 2023 c'est la dernière bataille, c'est la dernière occasion que l'opposition a de se réorganiser pour être présente au Parlement. Et ça ne va pas être facile parce qu'actuellement, elle n'est ni au Parlement, elle ne sera pas au gouvernement, elle n'est pas... Donc, sauf si le chef de l'État ouvre les horizons pour un dialogue
que j'imagine... Il a quel intérêt à le faire? Aucun intérêt, Okay. sauf l'unité du pays, sauf l'avenir du pays, ou de se présenter... Vous concluez en disant? Oui, que normalement, on dit que nous sommes dans une dictature. Et lorsqu'on dit dans un pays comme on dit à Erdogan qu'il est un dictateur, il se fâche. On dit à Kagame, tu es dictateur, il se fâche. Mais le nôtre, j'ai l'impression qu'il dit qu'il assume. On ne peut pas assumer la dictature. Nous sommes en démocratie et on doit faire en sorte que toutes les opinions puissent s'exprimer. Merci à vous, M. Vincent Folly. Merci également à vous, professeur Volontaire, chers téléspectateurs. Je l'ai privé de en parole. tout cas, on reviendra pour la continuité de ce plateau. Responsabilité de l'opposition dans ce qui se joue en termes de démocratie béninoise. Ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt avec Martin Luther King. Croyez en vos rêves, dit-il. Ils se réaliseront peut-être. Mais croyez en vous, surtout en vous. Et vos rêves se réaliseront sûrement. À très bientôt.